Donc, notre étude quantitative, on a passé 11 239 enquêtes à des étudiants du réseau tantôt public, tantôt privé des écoles du Pays valencien, aux élèves âgés entre 14 et 18 ans. C'était 47,6% pour hommes et 52,4% pour femmes. Et notre échantillon, il était stratifié par rapport au niveau éducatif, si l'école était publique ou privée, et le genre. Donc, nos résultats, ils nous indiquent qu'il y a 3,1% des étudiants enquêtés qui révèlent une consommation de substances pour la musculation, stéroïdes anabolisants. Ces 3,1%, ils nous équiparent totalement avec les États-Unis, où c'est un des pays du monde développé où nous avons des consommations de stéroïdes les plus hautes du monde. Juste vous rappelez que des acteurs connus de Hollywood comme Schwarzenegger ou Sylvester Stallone sont des renommés acteurs qui, comme vous savez, ils ont consommé des stéroïdes. Aussi, nous avons observé que la consommation parmi les adolescents entre 14 et 18 ans, elle augmentait, non? Quand ils avaient 14 ans, la consommation était de 2,5, puis quand nous montions à 18, 4,3. Donc c'était une augmentation. Aussi, nous avons vu le thème du niveau éducatif. Et donc notre conclusion, c'est que selon le niveau éducatif augmente, la consommation de stéroïdes anabolisants descend. Dans les cycles, comment on dit, cycles de formation moyenne ou dans la formation professionnelle, c'est dans les niveaux éducatifs où nous trouvons les plus hautes taxes de consommation. Il y a aussi une relation très intéressante à observer, et c'est la relation de la consommation de stéroïdes anabolisants avec la polyconsommation. C'est-à-dire avec ceux qui affirmaient consommer des substances pour la musculation, stéroïdes anabolisants, on a trouvé une relation totalement statistiquement significative qui prouvait qu'il y a une relation entre la consommation de stéroïdes et la consommation d'autres drogues. Parmi elles, le cannabis, spécialement, 64,2%, la cocaïne, 23,8%, les hypnotiques, l'ecstasy, le LSD ou l'héroïne. Et cependant, quand nous comparions ces mêmes résultats avec l'alcool et le tabac, on ne trouvait pas des résultats statistiquement significatifs. Et bon, là aussi, nous allons voir d'autres résultats intéressants. D'une part, on a trouvé aussi qu'être femme est un facteur qui protège significativement la consommation en réduisant 65% le risque. Pratiquement 85% des consommateurs, presque 90, ou je ne sais pas comment on dit, étaient des hommes, des garçons. Et aussi, on a trouvé une chose assez intéressante qu'on va étudier en profondeur, parce qu'on ne sait pas encore, mais on a vu cette relation, non? On a vu que la consommation de stéroïdes était majeure parmi les étudiants dont leur famille se composait uniquement d'une fille-mère ou un père célibataire, spécialement d'une fille-mère, parce que 95% des fois, c'était une fille-mère, ce n'était pas le père célibataire. Ou aussi le veuf. Et c'est pareil. Normalement, il y a, d'accord avec les données des organismes officiels de statistiques valenciens, normalement, il y a plus de veufs que de veuves, non? Donc, nous avons vu cette relation, non? Que l'absence d'une figure masculine dans la famille, il y avait une relation avec une majeure probabilité de consommation de stéroïdes anabolisants. Et cette comparaison-là, nous la faisions spécialement avec les garçons qui avaient leurs parents mariés, mais aussi ceux qui s'étaient divorcés, séparés, etc. Et c'est une ligne donc de recherche, d'investigation que nous voulons approfondir. Aussi, très brièvement, juste commenter l'étude qualitative que nous avons déroulée avant cette recherche statistique. Et nous avons enquêté à 30 jeunes âgés entre 21 et 34 ans, parce que nous avons vu que les consommations se concentrent dans ce genre, dans ce groupe. Et voici, on a pris juste 3 sites pour prouver que la consommation de stéroïdes elle a surpassé le domaine sportif et il faut être traité comme une drogue d'abus en plus.
On a par exemple la dépendance et syndrome d'abstinence psychologique. On dit no vas a aire, es que no puedes. Ça, ce serait je ne peux plus, j'en ai besoin de plus. Il y a aussi une faute de contrôle dans la mesure des doses. Il dit je mets un petit peu de DK, un petit peu de Winstrol. DK et Winstrol sont des composés stéroïdes. Après, je vois un peu, c'est comme l'on veut, on va prouver, on essaie. Et enfin, une baisse perception de risque. Dit, es peligroso si te metes un montón de caña. Si te pegas un toquecito, non. Ça veut dire c'est dangereux si tu prends beaucoup, si l'on prend beaucoup en excès. Si on prend juste un petit peu, juste un petit coup, pas de problème. Donc, les résultats, les usagers signalent qu'ils consomment d'autres drogues dans leur temps libre. Et cet usage de stéroïdes anabolisants se voit renforcé par la perception du stéréotype, comme nous avons commenté, de la masculinité, sur la perfection de la propre image du corps. Les stéréotypes masculins qui nous renvoient à un homme musclé, les stéréotypes de la féminité à une femme mince, je pense qu'on dit. Après, même si la consommation de stéroïdes a lieu principalement au gymnase, sa consommation va au-delà du domaine des sports et s'approche au patron usagère d'une drogue réparative. C'est une des conclusions les plus répétées. L'information sur les stéréotypes circule entre les propres usagères normalement en biais, car uniquement les aspects positifs sont signalés et les sources d'information n'ont pas de crédibilité. À cet aspect, tout le thème de l'Internet, chaque fois plus, et il a une importance majeure. Donc enfin, comme conclusion générale, il faut dire qu'il existe une claire relation, pour revenir sur la question initiale, entre la consommation de substances pour la musculation stéroïdes anabolisants. De même, son usage est aussi majeur entre les étudiants dont leur situation familiale se caractérise par l'absence de la figure masculine, en comparaison avec ceux dont leurs parents sont mariés. Et enfin, on pense, et on va continuer à travailler dans cette ligne, que cette relation devrait être étudiée plus en profondeur pour concevoir des campagnes préventives spécifiques. Planteábamos si los jóvenes o adolescentes podían aceptar, por ejemplo, recibir mensajes en sus móviles con información sobre salud y sobre drogas. Y si todo esto podía tener algún efecto en su consumo, ¿no? Bueno, los datos del proyecto. El proyecto comenzó en julio de 2006 y finalizó hace un año, en octubre de 2008. La población objetivo eran adolescentes entre 14 y 16 años. Su participación era totalmente voluntaria y no incentivada. Es decir, no recibían nada por participar en el proyecto, aparte de lo que eran los propios mensajes, ¿no? Y la información sobre drogas. Era necesaria una autorización paterna o materna, puesto que eran menores de edad y les estábamos pidiendo su número de teléfono móvil, ¿no? Y dado que era un proyecto pionero, que nunca se había hecho nada parecido a esto, pues decidimos hacer un estudio piloto, ¿no? Bastante riguroso, con un grupo de control y un grupo de intervención. Lo que quiere decir que dentro de los adolescentes que estaban dispuestos a participar y que nos entregaron su número de móvil, algunos de ellos recibieron mensajes y otros no. Los principios en los que se basaba el envío de mensajes se basaron en unos grupos de discusión que realizamos con los adolescentes antes de comenzar el proyecto, y en base a las conclusiones de esos grupos fueron que era muy importante que fuera gratuito. Los adolescentes no estaban dispuestos a gastar dinero, ¿no? O a pagar por este servicio. Tenía que ser gratuito. Además de gratuito, debía ser breve. Y cuando digo breve, quiero decir que dentro de lo ya breve de por sí, que es un SMS, nos decían que tenía que ser aún más breve. Por ejemplo, lo que se puede ver en una pantalla de móvil. O sea, que no tengas siquiera que mover el cursor hacia abajo para seguir leyendo. Nos hablaban de que no tuviera más de 90 caracteres, cuando un mensaje de móvil habitualmente tiene unos 160, ¿no? Puede tener. Nos pedían que fueran concretos, que fueran originales y no repetitivos, que los datos a los que hacíamos